Bonjour tout le monde. Eh bien, bienvenue à toutes et tous à cette table ronde. Enchantée pour celles et ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser ces derniers jours au forum. Je m'appelle Joséphine Crouzet, je travaille au CCAS et à la ville de Grenoble. Je suis en charge de ce qu'on appelle l'observation sociale, donc notamment de l'analyse des besoins sociaux, mais aussi des études et enquêtes auprès des publics en situation de précarité. Et je suis très contente aujourd'hui d'animer cette table ronde intitulée «Tenir le cap d'une transition qui ne laisse personne au bord de la route», qui donc a une certaine ambition, celle de traiter très, très directement la question de l'imbrication des inégalités sociales et environnementales, et donc de l'enjeu qui en découle derrière, de la manière dont aujourd'hui les politiques de transition ne laissent personne au bord de la route. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de ces questions d'imbrication des injustices sociales et environnementales. Indépendamment du forum, j'entends, mais c'est vrai que cette année, on a pu le voir à l'occasion effectivement des différentes crises qui nous ont traversées, que ce soit effectivement la pandémie, les périodes de canicule et puis plus largement les dérèglements climatiques qu'on observe toutes et tous. Ces crises nous auront fait avancer collectivement autour de cette prise de conscience et viennent finalement plus que jamais nous montrer le paradoxe dont on a beaucoup parlé ces derniers jours dans le cadre du forum. Le paradoxe entre une responsabilité moindre des populations les plus précaires dans ce dérèglement climatique et une vulnérabilité plus forte des impacts qui en découlent, impacts qui soient sociaux ou sanitaires ou économiques. En plus d'être moins responsables, certaines études et recherches en sciences sociales démontrent que non seulement ces populations vont être davantage touchées par une surexposition à ces risques environnementaux et leurs conséquences, mais en plus qu'elles ont moins de ressources pour y faire face. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de travaux, et vous avez dû les voir passer, qui donnent à voir en termes de surexposition, notamment dans les villes en France, où il y a cette logique de cartographie qui vise à dire qu'il y a une corrélation entre finalement ces populations qui vivent en logements sociaux, par exemple, et les quartiers qui consentent des forts taux d'émissions de CO2. Je pense que vous avez plein de villes en tête dans lesquelles effectivement on a cette surexposition qui est assez visible, et puis derrière des difficultés, des problématiques de santé qui en découlent, et puis des problématiques effectivement derrière en matière d'accès aux droits et aux soins qui viennent amplifier finalement ces difficultés et donc les conséquences qui en découlent. Au-delà du constat et de la prise de conscience, parce que je me fais hacker, je sens qu'on va se faire hacker toute la présentation. Au-delà de cette prise de conscience, puisqu'effectivement aujourd'hui le temps est venu à l'action, une deuxième imbrication apparaît derrière ces questions d'inégalité sociale et environnementale. C'est la question des politiques publiques, et notamment les politiques de transition qui aujourd'hui sont souvent perçues comme des contraintes supplémentaires quand elles ne sont pas qualifiées de mesures anti-pauvres parfois par certains auteurs. Dès lors, la question qui se pose, c'est comment mettre finalement la question des inégalités sociales, ou en tout cas de la justice sociale, au cœur des transitions pour ne mettre personne sur le côté. Et plus encore, la question fondamentale qui apparaît, c'est notamment d'impliquer les plus éloignés et les plus marginalisés au partage d'un savoir, d'une expertise aussi d'usage, à la construction de ces politiques de transition. Avec Viviane Labrie et Xavier Godinot qui sont à mes côtés, que je présenterai plus amplement tout à l'heure, on a imaginé cette table ronde le temps d'1h30 pour pouvoir réfléchir avec vous et construire finalement un savoir partagé autour de cette question-là, ou cet impératif, je le redis, tenir le cap d'une transition qui ne laisse personne au bord de la route. Qu'est-ce que ça nous inspire et qu'est-ce qui, de notre propre expérience, nous fait écho à des questions, des réalisations, des espoirs, des questions qui subsistent encore. De notre propre expérience, nous avons toutes et tous un savoir à apporter et une piste à partager en la matière. Et si vous le voulez bien,
on avait envie de démarrer cette table ronde comme ça. Si vous voulez bien, on va vous laisser un bref temps de réflexion autour de ces questions. On a vraiment envie que ça soit le fil rouge de notre table ronde. On a envie de se poser toutes et tous ces questions-là, que ce soit aux intervenants qui sont près de moi. Et puis vous verrez, il y aura d'autres intervenants et intervenantes aussi dans la salle, des témoins de terrain qui sont venus nous partager aussi leur regard. Si vous le voulez bien, on va prendre 1 minute de réflexion, chacune, pour répondre à ces différentes questions. Vous avez normalement eu un petit papier à l'entrée de cette table ronde. L'idée, c'est de se poser un petit peu, d'essayer de voir ce que ça nous évoque de notre propre expérience. Et si vous souhaitez laisser une trace de tout ça, à la fin de la table ronde, nous, on récupérera ces petits papiers. On pense que ça nous fera avancer aussi beaucoup sur la réflexion. Et je vais me taire et vous laisser une petite minute si vous le voulez bien. Et ensuite, je vais vous expliquer plus amplement le déroulé de cette table ronde. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous propose de continuer, si vous le souhaitez, au fur et à mesure des échanges. J'ai envie de reprendre les mots hier qui ont été évoqués à l'occasion de la table ronde sur les questions de rapport de domination. C'est Cecilia Carzo qui disait finalement on a besoin aujourd'hui de cercles de savoir, et du coup je trouvais cette notion très inspirante. Dans le cercle, pourquoi? Parce que selon elle, c'était l'idée qu'on soit toutes et tous au même niveau. Et du coup, dans le cadre de cette table ronde, je vous propose effectivement qu'on puisse toutes et tous réfléchir à ces différentes questions-là. On a la chance d'avoir le regard de différents témoins qui ont accepté de nous partager leur expérience du sujet, qui sont disposés dans la salle et que je vais introduire, qui vont commencer par nous apporter leur regard de terrain. Donc, ils sont travailleurs sociaux, enseignants, agents de CCAS, élus, agents membres d'associations. Et on va leur laisser la parole pour qu'ils puissent nous apporter un petit peu leur regard. Et puis ensuite, je laisserai la parole à nos deux intervenants, Viviane et Xavier, que je présenterai tout à l'heure. Voilà. Donc, les grands témoins, tels que je vous ai appelés en toute humilité, à vous la parole. Donc, c'est des interventions assez rythmées. Et je vous remercie encore de votre présence ici. C'était important pour nous de pouvoir faire écho aussi avec des enjeux très concrets de terrain que vous avez envie de nous raconter ici. Donc, pour commencer, Carole Bégou et Hélène Joseph. Donc, Carole, responsable de santé du CCASD Chirol, et Hélène Joseph, donc chargée de projets sociaux transversaux en charge notamment de l'analyse des besoins sociaux, et dont il est question effectivement dans le cadre de votre petite intervention. Je vous laisse la parole. Merci et bonjour à tous. Donc on travaille pour le Centre communal d'action sociale des Chirolles, qui est une ville de 37 000 habitants de l'agglomération grenobloise du Sud.
On me fait signe pour le micro. Donc on a, en fait, fin 2019, avec Carole, on a commencé à travailler sur une partie, on va dire, qualitative de l'analyse des besoins sociaux. L'analyse des besoins sociaux, c'est, on va dire, un outil d'aide à la décision pour mettre en œuvre des politiques sociales, municipales qui soient adaptées aux besoins de la population. Et on a choisi de travailler sur la question suivante. Question sociale, question environnementale, quels effets mutuels sur les conditions de vie des Échirolois? Donc, juste pour vous dire pourquoi, en fait, on a choisi de travailler là-dessus, deux grandes raisons. La première raison, c'est qu'on se rendait compte que la population échiroloise, en fait, elle est particulièrement vulnérable aux impacts environnementaux. Ça, voilà, il y a un certain nombre d'études qui commençaient à sortir. Pour des raisons démographiques, voilà, Échirol, beaucoup d'enfants en bas âge, beaucoup de personnes âgées. Et puis, Échirol, c'est aussi un territoire où il y a une pauvreté qui est quand même très marquée, parce qu'il y a un ménage sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Voilà. Donc aussi des problématiques de santé, de pathologie mentale, handicap très fortes. Donc voilà, une population vulnérable, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est qu'à Échirol, il y a une politique sociale qui est très forte, qui est très développée, mais on avait le sentiment avec Carole que finalement, dans nos interventions, les questions d'environnement, au sens large en fait, on va y venir, finalement étaient assez peu prises en compte dans nos interventions. C'était comme un flou, en fait, quelque chose qui, voilà, on nous disait ça intéresse pas les gens, puis nous c'est pas notre boulot, quoi. Alors que c'était quand même le CCAS qui gère le plan canicule, le plan grand froid, voilà, qu'on a le service santé. Et aussi, il y a une politique environnementale qui est très développée à Échirol depuis longtemps, avec un agenda 21, puis 25 ans, etc. Mais c'était très récent, c'était un peu les prémices de la prise en compte des questions sociales dans l'action environnementale. Et on s'est dit, ben, en fait, comme on va dire qu'historiquement, ces deux questions étaient un petit peu décorrélées, on s'est dit, on va aller en rencontrer en fait des acteurs du territoire, que ce soit des habitants, des organisations, des professionnels, pour voir qu'est-ce que ça signifie pour eux, cette question-là, quoi. Donc on ne va pas vous dire comment on a fait, etc., mais juste plutôt les conclusions et préconisations. Donc 3 conclusions. Alors, c'est le Centre communal d'action sociale d'un territoire. CCAS. Trois conclusions qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui. Ben, la première, c'est que pour les personnes interviewées, mais sûrement et probablement pour l'ensemble des habitants, le social et l'environnement, c'est un tout. Et ça se traduit autant par ce qu'ils perçoivent autour d'eux, hein, le cadre de vie, l'environnement, jusqu'à la planète. Donc ils ont déjà, d'ores et déjà, une vision globale et systémique des approches. Et ça, je trouve que c'était intéressant. La deuxième conclusion, et ça fait écho un petit peu à ce que tu évoquais tout à l'heure, les personnes en situation de précarité, bien évidemment, s'y intéressent bien plus qu'on ne peut le penser. Ce n'est pas simplement l'apanage de certains, parce que forcément, ça impacte leur quotidien, que ce soit au niveau de l'alimentation, du logement, et ils se saisissent aussi de toute la richesse du cadre de vie qu'ils ont autour d'eux. Donc ça, c'était le deuxième point qui est bien ressorti dans l'enquête. Le troisième point qu'on voulait partager, c'est que bien évidemment, la question du lien et le lien aux autres est fondamentale sur ces questions-là, parce que la solidarité, c'est vraiment ce qui permet une résilience, et la crise sanitaire nous l'a montré. Et puis, du coup, 3 préconisations après les conclusions qu'on voulait partager avec vous, c'est qu'il y a vraiment besoin d'un changement de logiciel dans l'action sociale notamment, pour considérer que le bien-être, c'est pas que les conditions économiques de vie et la santé, etc. C'est aussi le cadre de vie, l'accès à la nature, le lien social, en fait, le bien vivre, c'est vraiment extrêmement global et on a besoin d'ouvrir un peu notre vision par rapport à ça. Deuxième préconisation, on a vraiment besoin d'intégrer les questions environnementales dans l'action sociale et inversement, intégrer les questions sociales dans les projets environnementaux. Et puis troisième point, il nous semblait hyper important de rendre visibles les problématiques environnementales à l'échelle des territoires. Par exemple, cartographier, par exemple les îlots de chaleur, c'est extrêmement important pour aider à conscientiser finalement et donner les moyens d'agir individuellement et collectivement sur ces questions. Puis peut-être un dernier point sur... Les questions qu'on voudrait partager avec vous, finalement, on se posait la question, est-ce que ça va aussi vite qu'on en a besoin pour éviter que les injustices sociales impactent nos territoires ? Et puis peut-être une piste, parce que c'était une question qui était posée, une piste qu'on souhaitait partager, c'est qu'en fait on a rencontré des gens vraiment très modestes, des quartiers populaires, qui avaient beaucoup de choses à nous dire, qui étaient très enthousiastes, et on se disait finalement, est-ce que les actions environnementales locales
c'était pas finalement un formidable effet de résilience sur nos territoires, même urbains. On pourrait voir les projets liés à l'environnement comme de nouvelles solidarités de villages qui permettent de passer le cap des crises, mais ensemble et collectivement. Merci beaucoup. Voilà. Bien joué pour le timing serré. Sarah Bedrosian, donc toi tu es conseillère économique, sociale et familiale, donc de formation en travail social. Tu travailles au CCAS de Grenoble et tu coordonnes notamment un dispositif qui s'appelle la plateforme de précarité énergétique. C'est un exercice de gymnastique, effectivement, qu'on vous demande. Merci. Donc, bonjour à tous. Moi, je me présente. Donc, je suis Sarah Bedrosian. Je travaille au CCAS de Grenoble, donc travailleur social, comme le disait Joséphine, sur un dispositif de lutte contre la précarité énergétique. Donc, la précarité énergétique, qu'est-ce que c'est ? On accompagne des personnes qui sont en difficulté par rapport au paiement de leurs factures, au prix de l'énergie, à leur consommation d'énergie qui peuvent être trop importantes, ou également par rapport à une sensation de froid dans leur logement, des personnes qui n'arrivent pas à se chauffer correctement, ou des problèmes aussi de bâti. Vous n'êtes pas sans savoir que le prix de l'énergie augmente considérablement ces derniers temps, le gaz, l'électricité, et on en voit tous l'impact sur nos factures, et particulièrement sur les ménages qu'on accompagne. Ce qu'on constate, c'est qu'il y avait des ménages qui étaient déjà très modestes et qui rencontraient déjà des grandes difficultés au niveau du paiement des factures. Et ces personnes-là, bien sûr, ça a amplifié les difficultés. Donc, elles vont être encore plus dans un phénomène de devoir se priver. Malgré tout, il y a eu des aides du gouvernement avec le chèque énergie et un chèque énergie supplémentaire qui ont pu donner un petit coup de pouce. Et en fait, ce qui est un peu particulier, c'est que du coup, on a des nouvelles franges de la population qui sont plus touchées, ce qu'on va appeler les populations modestes, qui seraient pas dans les grandes difficultés sociales et qui pourtant, aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'énergie, sont quand même touchées, n'arrivent pas forcément à payer leurs factures et du coup vont aussi se priver en disant non, moi maintenant avec l'augmentation du prix de l'énergie, je relève pas du chèque énergie, je relève pas forcément des aides, mais quand même, je peux pas payer mes factures. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qui peut être aujourd'hui inquiétant par rapport à des ménages qui n'étaient pas forcément touchés par ces difficultés-là. Quoi qu'il en soit, on voit bien que l'augmentation du prix de l'énergie, elle a un impact sur toutes les catégories socio-professionnelles. On a des gens qui nous sollicitent en disant « mais moi, je veux que ma facture, elle n'augmente pas. Qu'est-ce que je peux trouver comme astuce ? Est-ce que je vais réduire un petit peu mon chauffage ? Comment je vais faire cet hiver ?» Donc, c'est des questions qui touchent finalement tout le monde, alors que c'était peut-être moins le cas jusque-là. On accompagne aussi des personnes qui peuvent être propriétaires, et notamment des personnes qui sont propriétaires, mais qui sont modestes, qui ont pu accéder à la propriété à un moment. Et ces personnes-là, aujourd'hui, elles rencontrent vraiment de grandes difficultés parce que sur du chauffage collectif, par exemple, le bouclier tarifaire qui a été appliqué par le gouvernement, il ne s'applique pas. Donc, il y a des personnes qui sont sur du chauffage individuel, qui ont des factures qui arrivent à se gérer grâce aux mesures qui ont été mises en place. Et finalement, en copropriété, sur du chauffage collectif, les charges, elles peuvent augmenter de 150, 200% des fois. Et des gens qui vont juste pas pouvoir payer ces charges-là. Et comment ils vont faire en tant que propriétaires ? Et du coup, pour des questions écologiques et économiques, il y a des réhabilitations de copropriétés qui sont envisagées avec l'isolation des logements et des travaux, malgré des aides individuelles, qui ont un reste à charge de plusieurs milliers d'euros. Et nous, aujourd'hui, on se questionne vraiment sur comment on peut accompagner ces ménages pour les maintenir dans les logements en arrivant à faire des économies, avoir un impact positif écologiquement et en fait rester propriétaire. Est-ce que c'est vraiment possible ? Donc, face à la question des prix, la place de la question environnementale, quelles seront aussi les décisions de demain ? C'est un sujet très d'actualité cette semaine. Vous avez entendu les annonces aussi avec l'Union européenne qui a annoncé qu'il fallait consommer moins 36% d'ici 2030 au niveau de l'énergie. Il y a même un dirigeant d'entreprise qui a dit l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Alors oui, forcément, mais en fait, nous, comment on accompagne les gens à consommer moins ?
Et au titre de la transition écologique, la sobriété énergétique, sur qui ça va reposer, les coûts des changements à adopter? Comment est-ce que nous, en tant que service public, on va devoir accompagner les gens sur le volet social, technique, financier, éducatif? Et c'est une vraie réflexion à mener par rapport à tous ces sujets. Merci beaucoup, Sarah. Nicolas Cada, vous êtes adjoint au maire de la ville de Grenoble en charge des coordinations, de la coordination de l'action sociale et vice-présidente du CCS de Grenoble également. Donc là, vous allez pouvoir nous apporter un regard politique aussi sur ces enjeux, voire même local, et la manière aussi dont les collectivités territoriales jouent un rôle sur ces questions de transition et de justice sociale. Merci. Alors, je vais quand même me lever, ce sera plus simple. Je vais commencer par parler de moi, ce qui est vraiment pas bien. Je suis désolé, mais c'est pour vous expliquer, pour répondre à la première question en fait, qui était posée. Moi, je suis élu depuis 2020 et auparavant, j'avais aucun mandat politique, aucun engagement politique. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous dire qu'en fait, mon engagement, il tient exactement à la question qui est posée là. C'est-à-dire que je suis universitaire, je suis professeur de droit juste à la faculté de droit à côté. Je travaille justement sur la règle de droit. La règle de droit, on le sait, c'est le produit d'enjeux, de lutte, de rapports de force. On peut voir aussi la règle de droit comme quelque chose qui sanctuarise une situation à un moment donné, qui vise à stabiliser les choses. Mais on peut aussi voir la règle de droit, et moi c'est mon point de vue, comme un moyen de justement faire changer les choses, de faire bouger les choses. À travers une règle de droit, on peut avoir une politique très volontariste. Et pourquoi je disais que mon engagement tenait exactement à la question qui était posée, c'est que dans ma vie personnelle et même professionnelle, j'avais conscience de ces enjeux environnementaux, de la nécessité d'aller vers davantage de mener des transitions, de changer nos comportements. Mais je me disais fondamentalement comment on fait pour que cet enjeu, cette nécessité soit partagée par tous, sachant que pour beaucoup d'entre nous dans la société, le premier enjeu, c'est de pouvoir se loger, de pouvoir manger, d'avoir les moyens de se nourrir et de s'habiller. Et donc, comment on fait en fait pour entraîner tout le monde et que finalement l'écologie, la démarche, les transitions environnementales ne soient pas un truc de bobo de centre-ville qui peuvent se permettre d'aller travailler à vélo, de manger bio parce qu'ils en ont les moyens, et éventuellement de transformer leur mode d'habitat ou leur mode de chauffage en investissant dans des panneaux solaires. Et donc mon engagement politique, et qui n'est pas lié à un engagement dans un parti politique, il tient à ça, et je suis donc élu adjoint au maire en charge de l'action sociale depuis 2020. Justement, sur ces questions-là, c'est vraiment dans ma feuille de route politique. Comment on fait pour que les enjeux environnementaux sur lesquels Grenoble est bien identifié soient en fait partagés par l'ensemble de la population et ne se limitent pas à quelques privilégiés dont on essaie d'élargir le cercle, bien évidemment, mais qu'ils se soient menés par tous. Pour cela, et je suis effectivement à la tête du CCS, donc du Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble, qui est un gros CCS en termes de force d'action, de nombre d'agents, d'équipements, et qui nous permet, en fait, c'est ce qu'on dit généralement, c'est l'opérateur de la ville de Grenoble dans le champ de l'action sociale. Donc on s'intéresse autant à la petite enfance qu'aux personnes âgées et à la lutte contre la précarité. Et au sein du CCS, il y a des actions qui existent déjà, et Sarah vient d'en parler, par exemple la plateforme de lutte contre la précarité énergétique. C'est vraiment un bijou qui existe et qu'on essaie d'amplifier. On vient de doubler le nombre de diagnostics qui vont être faits dans les appartements concernés ou dans les maisons concernées. Ça, c'est un outil, je ne reviens pas là-dessus puisque ça a déjà été fait. Il y a des démarches de sensibilisation. Par exemple, j'ai en tête l'ouvrage Jérémie et la Maison Malade, qui est un ouvrage qui a été construit, réalisé par des étudiants avec le soutien du CCS, et qui est un ouvrage de sensibilisation des enfants à la nécessité, aux conséquences d'habiter dans un lieu insalubre. Et ça a plein de conséquences qu'on mesure très bien, immédiatement, instinctivement, chacun et chacune d'entre nous en matière de santé. Je vais réduire, oui. Mais ça a aussi des conséquences bien sûr sur la santé, mais aussi sur le travail scolaire. Un enfant qui ne peut pas habiter dans un lieu bien chauffé ou bien éclairé, évidemment, ne peut pas correctement travailler sur ses devoirs.
On me fait signe qu'il faut que j'aille vite. Donc je termine sur un dernier point. Les enjeux pour nous, je vais prendre un exemple très concret là encore pour vous montrer les questions qui se posent. C'est en matière par exemple de précarité et de mobilité. Il a été décidé la mise en place, encore que le périmètre n'est pas encore tout à fait stabilisé, mais la mise en place d'une zone à faible émission, donc ZFE, sur la métropole de Grenoble. Et on a des rapports compliqués, hein, ville de Grenoble et métro, mais je ne rentrerai pas davantage dans les détails. Mais on est en discussion, et discussion un peu musclée quand même, sur cette question de la ZFE, puisque la métro nous dit il faut accompagner les ménages qui vont avoir des difficultés à changer de véhicule, changer leur véhicule thermique contre un véhicule électrique. OK, mais ça, d'abord, n'oubliez pas que la plupart des précaires n'ont pas de véhicule. Donc, en fait, toutes ces aides qu'on va mettre en œuvre vont plutôt viser des personnes qui ont déjà un véhicule et qui ont les moyens, effectivement, d'acheter un véhicule électrique. Et d'autre part, et je termine là-dessus, on considère que c'est l'occasion ou jamais de, justement, mener une transition de fond pour faire comprendre à chacune et chacun qu'avoir un véhicule personnel n'est pas toujours une nécessité. Oui, quand on habite à l'extérieur de Grenoble, sans doute aujourd'hui c'est une nécessité. En ville, c'est certainement pas une nécessité. La solution n'est sans doute pas le véhicule électrique pour tout le monde. D'abord parce que l'enjeu environnemental aussi autour du véhicule électrique est quand même très très fort. Mais surtout, c'est le moment ou jamais de changer des comportements, de mieux partager cette question des mobilités avec des modes doux qui soient financés par la collectivité, que ce soit les transports en commun, voire des transports individuels comme les vélos. Et donc on travaille, nous, sur le périmètre de la ville de Grenoble, parce que ça s'y prête mieux. Effectivement, on est sur un périmètre urbanisé, restreint, plat, mais sur des mobilités douces et gratuites qui permettent de remettre de l'égalité là où il y a des inégalités structurelles de fond. Voilà, j'arrête là parce que je sais que je suis déjà trop long. Nicolas. Merci. On va passer la parole maintenant à Mélanie Carré. Donc toi, tu travailles à l'École supérieure de travail social de Paris. Donc tu es travailleur social de formation et tu enseignes dorénavant sur la question du rôle du travail social dans ces politiques de transition. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Alors pour ma part, j'ai été pendant des années assistante sociale. Et sur tous mes postes, ce que j'ai largement pu constater, c'est à quel point il est difficile de travailler sur le pouvoir d'agir des personnes en particulière difficultés sociales. En tant que professionnel, on est sans cesse pris dans des injonctions paradoxales et on les répercute sur les personnes qu'on accompagne. Je travaillais en centre d'hébergement et depuis une fameuse loi de 2002, on nous demande de mettre les personnes au cœur des dispositifs. Pourtant, c'était toujours le timing des institutions qui primait. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, on accompagnait les personnes vers l'emploi, mais seulement sur des formations courtes, par exemple aide à la personne ou aide soignante. Mais à chaque fois qu'elles exprimaient la volonté de faire une formation plus longue, par exemple infirmière, on leur expliquait que c'était trop long par rapport à leur temps de séjour. Alors je me demandais, est-ce que ce n'est pas contraire à l'esprit de la loi ? Et au-delà de ça, à leur émancipation. Donc en fait, ce contexte de travail a fini par me peser et je me suis tournée vers la philosophie dans un parcours qui m'a menée vers l'éthique appliquée et la responsabilité sociale et environnementale, puis dans le champ de la démocratie participative. J'ai d'ailleurs fait partie du collectif des chercheurs observateurs de la Convention citoyenne pour le climat. Et quand je suis revenue dans le travail social, ça a été dans le champ de la formation, puisque je suis aujourd'hui responsable de projet à l'EDSUP. Et ce que je constate maintenant, c'est que dans le travail social, on ne met pas exactement la même chose derrière la notion de participation. Au mieux, on travaille sur la dimension micro, c'est-à-dire individuelle, par exemple la participation au projet personnalisé, ou alors sur la dimension méso, c'est-à-dire institutionnelle, par exemple sur la participation aux instances collectives de l'institution. Mais à ce jour, rien dans nos pratiques ne concerne vraiment la démocratie participative. Démocratie participative qui est intrinsèquement liée au droit de l'environnement depuis l'insertion dans le bloc de constitutionnalité de la charte environnementale où figure le droit à la participation. Je constate aussi à quel point dans toutes les structures sociales, on est encore loin de se préoccuper de la question environnementale. Et même dans les écoles de travail social, c'est encore trop timide.
Donc je me réjouis de l'insertion timide quand même dans les référentiels de formation de questions environnementales. Et ce qui est sûr, c'est que c'est dans le champ de la formation et de la recherche qu'il faut passer à la vitesse supérieure dans ce domaine pour qu'on trouve des répercussions dans les pratiques de terrain. Mais aujourd'hui, dans le social, on peine à voir la connexion entre les problèmes sociaux et environnementaux. Et même, on participe souvent à confirmer une opposition entre les bobos écolos et les plus précaires qui auraient d'autres choses à faire que de se soucier de la planète. Pourtant, divers travaux issus du travail social vert qui émergent dans le champ de la recherche et des travaux issus de constats de terrain comme l'analyse des besoins sociaux d'Échirol tentent à montrer qu'il existe bien une voie par laquelle il est possible de dépasser cette opposition qui est en fait une idée reçue. Et cette voie, c'est celle qui part vraiment des préoccupations quotidiennes des habitants aussi aux situations les plus précaires qui sont les plus exposées aux risques climatiques. Tous les habitants, y compris les plus précaires, se soucient de la nature en ville, de moins de pollution, de factures énergétiques. Et au-delà de ça, lorsque des projets initiés par en haut, qui soient anti-écologiques, comme par exemple l'artificialisation des sols pour une construction de bases de loisirs, ou même des projets écologiques comme un écoquartier, c'est le recueil de la parole des habitants qui se trouve être la question cruciale. Il est indispensable alors de créer un terreau propice à la participation citoyenne, y compris celle des plus précaires, qui permettent de mobiliser tous les habitants quand les pouvoirs publics les sollicitent. Et aujourd'hui, les habitants ne se sentent pas suffisamment concernés et c'est à nous, travailleurs sociaux et autres corps intermédiaires, de travailler sur cette dimension citoyenne en lien avec la question de l'émancipation. Merci beaucoup. Anna Raïb, donc toi tu travailles à l'Organisation pour une citoyenneté universelle qui a été créée en 2013 par l'union de plusieurs organisations de solidarité internationale dont le CCFD qui ont pour objectif commun de porter collectivement un plaidoyer à l'échelle internationale pour la liberté de circulation et d'installation et une citoyenneté inclusive. Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis essayer de répondre un peu aux questions du jour? Oui, vous m'entendez? C'est bon? Il faut effectivement bien coller le... Ouais. Oui, donc j'interviens aujourd'hui au nom de l'Organisation pour une citoyenneté universelle et plus... Ça, c'est pas... On m'entend pas? Si? Ok. Et plus spécifiquement dans le cadre de l'Alliance Migration, qui est une dynamique que nous avons initiée en 2019 aux côtés de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, qui rassemble à la fois des autorités locales et des organisations de la société civile de différentes régions du monde qui ont l'ambition de se mobiliser collectivement pour un autre modèle de l'accueil, de la gouvernance de l'accueil qui soit plus respectueux des droits humains. Et ces 3 derniers jours, parallèlement au Forum international pour le bien vivre, nous avons également participé à une rencontre internationale sur les migrations climatiques qui était organisée par la ville de Grenoble et le réseau Cités et gouvernements locaux unis, durant laquelle on a beaucoup réfléchi à cette question de transition inclusive et au croisement des enjeux environnementaux et des enjeux migratoires. Et ce qui a émergé de nos discussions, c'est que lorsqu'on discute des réponses à donner aux migrations et particulièrement aux migrations environnementales, la réponse qui est souvent donnée à l'enjeu de ne laisser personne sur le bord de la route est de créer de nouvelles catégories juridiques, notamment celle de réfugiés climatiques, qui permettraient un accueil et une prise en charge spécifique des personnes déplacées en raison du changement climatique. Cependant, dans les faits, il est très compliqué d'identifier les causes de départ des personnes, puisque, par exemple, des raisons économiques de prime abord peuvent être causées par un contexte général de dérèglement climatique. C'est notamment le cas des pêcheurs de Mbour, au Sénégal, qui migrent, qui souvent migrent car ils n'arrivent plus à vivre de leur activité. Ainsi, une solution alternative à l'enjeu de tenir le cap d'une transition qui ne laisse personne sur le bord de la route serait pour nous de délaisser la stratégie de catégorisation juridique des personnes qui a pour effet de créer
des droits humains différenciés et de générer de l'exclusion finalement, pour plutôt promouvoir des politiques d'accueil et d'accès aux droits qui soient inconditionnelles, qui respectent le principe de traitement égal et digne de toute personne qui habite la planète, peu importe leur origine, les raisons de leur départ ou de leur migration, leur statut administratif ou même la durée de leur séjour dans les pays d'accueil. La deuxième chose que nous voulions relever, et qui est selon nous sûrement l'un des plus grands enjeux d'une transition inclusive, est de prendre conscience du rôle clé et proactif des personnes les plus affectées par le changement climatique dans ce processus de transition. Et pour illustrer ce propos, j'aimerais parler d'une association que nous avons rencontrée mercredi à Grenoble avec le soutien de la mairie. Et cette association s'appelle Jardins sans frontières et a été initiée par un collectif de résidents grenoblois sans papier qui étaient désireux de mettre à contribution leurs compétences de maraîchage qu'ils avaient acquises dans leur pays d'origine pour le développement écologique et social de leur territoire d'accueil et de résidence, qui est la ville de Grenoble. Le projet a été voté au budget participatif de la ville et est devenu un formidable point de rencontre dans le quartier du centre-ville où il se trouve, qui contribue au renforcement du lien social, permet de fournir les récoltes à des associations d'aide alimentaire et contribuer à protéger et développer les espaces verts de la ville, avec la participation des résidents qui aident bénévolement à l'entretien du jardin. Et le fait que ce soit ces personnes exclues du droit qui aient été les forces créatrices et motrices de ce projet écologique et social est très révélateur de la manière dont, par la facilitation de la participation des personnes migrantes et de tous les publics précaires, et là je fais écho à ce qu'a dit Mélanie, aux politiques locales, à travers des outils de démocratie participative, nous pourrions mettre leur expérience et leur expertise liées à leur parcours de vie au service de la transition sociale et écologique. Et je voudrais dire en ce sens que ce sont parfois les personnes laissées en périphérie de l'accès aux droits et de la société qui sont les forces les plus motrices de la transition et que leur participation doit être valorisée. Et enfin, je voulais aussi dire que les personnes migrantes sont souvent les témoins des effets de nos modes de vie sur leur territoire d'origine. Pour reprendre l'exemple des pêcheurs de Mbourg, leur choix de migrer est aussi très lié à la surexploitation des ressources halieutiques par les chalutiers internationaux. Il est donc nécessaire de leur donner une voix dans le processus de transition pour nous rappeler les responsabilités extraterritoriales des acteurs privés et publics liées à la protection des droits humains et de l'environnement. Merci beaucoup, Anna. J'ai cru voir tout à l'heure passer Jardins sans frontières dans la salle. J'ai vu Denise Femme, mais elle a peut-être dû refiler. Elle est à côté, ok, je l'ai vu passer en courant. Est-ce que Laetitia Ravi est arrivée? Oui, bonjour. Donc vous êtes conseillère métropolitaine déléguée aux solidarités à la politique de la ville et vous allez pouvoir aussi nous apporter un témoignage. Le dernier témoignage des grands témoins dans la salle et ensuite on passera à une deuxième partie avec nos deux intervenants chercheurs. Merci beaucoup Joséphine. Bonjour à toutes et tous. Désolée pour ceux à qui je vais peut-être des fois tourner le dos. Voilà, moi je suis effectivement en charge à Grenoble-Alpes Métropole des solidarités de la politique de la ville. La politique de la ville, je resitue rapidement, c'est les actions effectivement dans les quartiers prioritaires, les QPV, donc une géographie de l'État, c'est-à-dire les publics qui souvent sont les plus éloignés et qui ont besoin en fait de solidarité plus rapprochée. Donc concrètement, nous aidons, nous, les associations à aider en fait ceux qui en ont le plus besoin au plus près des territoires où ces personnes évidemment vivent, qui sont appelés quartiers prioritaires de la ville. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom. Voilà, je voulais témoigner aujourd'hui pour la métropole et pour vous dire qu'en mars 2022, à l'unanimité du Conseil métropolitain a été voté un dispositif nouveau dans le cadre en fait de la solidarité. Ce dispositif s'appelle le FAST, déjà parce qu'il faut aller vite, et le FAST veut surtout dire Fonds d'accompagnement social aux transitions. Ça marque là en fait une volonté d'effort important puisque c'est un fonds qui est doté en investissement de plus de 3 millions d'euros, en fonctionnement de 500 000 euros
par an. Donc en fait, ça marque en fait une volonté réellement politique d'agir. Voilà, d'agir, d'aider premièrement nos associations à pouvoir, quand elles sont des associations de résilience sociale, à pouvoir effectivement intégrer, former, se former, éventuellement investir dans des moyens nouveaux pour agir et pour prendre en compte en fait la question environnementale et la lier à la question sociale. Plusieurs points pour vous expliquer concrètement ce que c'est. C'est par exemple, Nicolas Cada en parlait, la zone à faible émission qui arrive. Plutôt effectivement que de se chiner sur est-ce qu'on va aller vite, pas vite dans cette question-là. De toute façon, elle nous est, voilà, c'est opposable, ça doit s'appliquer sur nos territoires. Et nous, enfin moi, ma question et celle que je travaille à la métropole, c'est de se dire comment, dans les quartiers populaires, nous permettons effectivement aux personnes de continuer à se déplacer et de trouver effectivement des modes alternatifs et surtout d'y accéder. C'est vrai que tous les diesels, tous les critères 5, tous les critères 6, que ce soit d'ailleurs des fois les CSP+, mais qui auront sans doute moins de difficultés à s'acheter un véhicule électrique, mais les populations qui n'ont pas les moyens, on leur enlève effectivement un véhicule de travail. Il y a alors effectivement tout un monde à réapprendre pour certains, c'est-à-dire le monde des transports en commun tout simplement, la culture de la multimobilité. Moi je rappelle que MVélo+, je suis vice-présidente au SMAG également, donc c'est aussi à ce titre-là que je parle ce matin. MVélo+, les flottes de trottinettes, toutes les mobilités en fait qui sont alternatives. Vous n'en avez pas aujourd'hui dans les quartiers prioritaires de la ville. Elles sont toutes au centre-ville. Moi, je suis une élue échiroloise. Je salue d'ailleurs le CCAS qui s'est exprimé. Et en l'occurrence, à Échirol, c'est pareil. Fontaine, c'est pareil. Saint-Martin-d'Air également. Pont-de-Claix également. Donc, il est temps effectivement que nous permettions qu'il y ait une multimobilité qui s'installe physiquement avec des locaux pour louer en fait les vélos électriques, les flottes de trottinettes. Voilà ce à quoi nous travaillons également. Ça va être compliqué. Il y a également toute la question de l'alimentation bio, l'alimentation de la ferme, l'alimentation raisonnée. Comment on la fait arriver en fait dans nos paniers alimentaires de distribution. Je complète rapidement aussi par un autre exemple qui est la précarité énergétique, l'adaptation des logements. C'est déjà aussi l'information en fait environnementale qui n'est pas toujours comprise, les aides qui n'accèdent pas toujours, notamment aux copropriétaires les plus pauvres et qui vivent dans des copropriétés dégradées. Donc il y a là aussi un certain nombre de leviers, et ce sont des leviers financiers, mais pas que. Ce sont aussi des leviers d'ingénierie sociale qu'il faut mobiliser. Enfin, et je termine parce que j'ai vu le sourire où on me dit d'aller un tout petit peu plus vite, la question qui a été posée par Anna Raïb et qui est essentielle en fait sur l'avènement de cette citoyenneté universelle, culturelle également, quelle transition culturelle, comment on prend ça en compte dans les politiques sociales et notamment dans la politique de la ville, puisque ça c'est un grand impensé de la politique de la ville, et nous agissons au niveau de la métropole auprès des ministres pour effectivement que le prochain contrat de ville prennent aussi cela en compte. Dernière chose de mon intervention, et je veux vraiment le partager avec vous, c'est la volonté forte à Grenoble-Alpes-Métropole, dans le cadre en tout cas de ma délégation, que nous arrivions en fait à instruire le pilier social du plan climat-air-énergie de notre métropole, puisque nous avons effectivement déjà un pilier environnemental extrêmement construit et fort. Nous avons un pilier participatif qui s'est musclé, et il y a maintenant à visibiliser effectivement le pilier social, avec notamment la constitution d'un conseil social, comme il existe un conseil scientifique au niveau de l'environnemental, et sur la grande question et la grande discussion qui est à mener, quelle résilience finalement de nos territoires pour effectivement l'accueil des migrants et des réfugiés climatiques. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir les différents intervenants et intervenantes. L'exercice n'était pas facile. Je pense qu'on peut aussi applaudir les traducteurs, traductrices qui doivent galérer. En fait, il faut faire vite, mais parler doucement. C'est le paradoxe de tout ce forum. Très bien, maintenant, on va passer au regard de nos deux chercheurs qui nous font le plaisir d'être ici
à nos côtés et qui ont bien sûr aussi participé à la manière dont on voulait construire cette table ronde. On va commencer par toi, Xavier. Donc, Xavier Godino, tu es directeur de recherche au Centre de recherche et de mémoire Joseph Racinski d'ATD Quart Monde. Tu es impliqué depuis plusieurs décennies dans le plaidoyer international d'ATD comme militant et comme chercheur. Et tu as notamment coordonné une évaluation des objectifs du millénaire pour le développement avec des personnes en situation de pauvreté dans 12 pays. Et le but, c'était d'influencer les objectifs de développement durable, les ODD, et construire le plaidoyer aussi pour la COP21. Et d'où l'engagement aujourd'hui des ODD nouvellement intitulés « Ne laisser personne de côté, atteindre en premier les plus défavorisés ». Tu as coordonné ensuite avec 2 chercheurs de l'université d'Oxford une recherche participative internationale en croisement des savoirs sur les questions de dimension cachée de la pauvreté qui ont été présentées à l'OCDE en 2019 et au Forum Bien Vivre hier, on peut le dire. Et donc c'est en ce moment des résultats de cette recherche qui contribuent à un projet, notamment avec le rapporteur spécial de l'ONU sur les questions d'extrême pauvreté et droits de l'homme, pour construire un instrument d'évaluation participative des politiques qui favorisent la justice sociale et environnementale. Voilà. Je te laisse la main sur ta présentation. Alors, vous avez déjà entendu 7 contributions, je crois. Donc, ma question, c'est est-ce que j'enchaîne tout de suite ou est-ce qu'on fait 2 minutes de pause de respiration? Non? Oui? Non? On enchaîne. On enchaîne. Alors, on y va. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de répondre à la question que vous avez tous eue, sur laquelle vous avez essayé de répondre aussi sur un petit papier. Mais à partir évidemment de mes fonctions, de mes responsabilités à ATD Quart Monde. Alors voilà le plan de ma contribution. Je vais vous expliquer une victoire dont Joséphine a dit quelques mots. C'est qu'on a, par notre plaidoyer, on a réussi à faire remplacer un indicateur excluant par une exigence d'inclusion dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Une difficulté récurrente, on en a beaucoup parlé, c'est les plus pauvres ont peu de pouvoir d'agir. On a dit qu'ils étaient très concernés par les questions environnementales et sociales, mais ils ont peu de pouvoir d'agir, malgré une expérience de sobriété inspirante. Et enfin, une exigence qui a été réaffirmée constamment pendant ce forum, c'est « Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde ». Alors, je vous explique d'abord cette victoire. C'est pas... Je dois dire qu'on a une certaine fierté d'avoir gagné cette victoire, puis je trouve surtout que c'est encourageant, à une période où on a l'impression quand même que le combat social environnemental a tendance à piétiner, c'est important et encourageant de se dire qu'on réussit quand même des choses. Voilà, donc en 2000, vous savez que les Nations Unies ont adopté les objectifs du millénaire pour le développement, qui affirmaient qu'il fallait éradiquer la pauvreté, voilà, phénomène abject et déshumanisant, mais qui tout de suite après disait « Nous décidons de réduire de moitié, d'ici 2015, la proportion de la population mondiale dont le revenu inférieur est inférieur à $1 par jour et celle des personnes qui souffrent de la faim. » Alors nous, évidemment, nous avons fait connaître ces objectifs, nous avons discuté avec les populations avec lesquelles nous cheminons dans différents pays, et dans de nombreux pays, les habitants nous ont dit « Mais seulement la moitié, c'est sûr qu'on ne sera pas dedans. » Un tel indicateur est très pernicieux, car il encourage les acteurs à écrémer les milieux pauvres et à abandonner les plus pauvres. Écrémer les milieux pauvres, ça veut dire qu'on va essayer de sortir de la pauvreté ceux qui sont les moins pauvres et qu'on va abandonner les autres. Donc c'est extrêmement pernicieux et on a voulu que ça change. Donc pour construire notre plaidoyer pour faire changer cet objectif, on a donc décidé d'évaluer les objectifs du millénaire pour le développement avec les populations les plus pauvres dans 12 pays où nous avions des équipes. Et on a fait ça entre 2011 et 2013. Parallèlement, notre petite équipe à New York, alors notre petite équipe à New York, vous savez, c'est 2 personnes, ce n'est pas des gros moyens, 2 personnes, mais qui constamment, de façon très astucieuse, ont organisé des petits déjeuners de travail qui étaient des temps à la fois formels et informels, avec les ambassadeurs, avec les missions diplomatiques des différents pays, avec les représentants de l'ONU, avec des représentants d'ONG, tout ça pour faire passer, sensibiliser à la nécessité d'avoir un autre langage. Et puis on a fait un rapport d'évaluation et de proposition pour un développement durable qui ne laisse personne de côté. C'était le titre du rapport de 2013 qu'on a publié en 3 langues.
Donc vous voyez, ce rapport, ça c'est la version finale de 2015, mais en 2013, on a présenté à l'ONU une version abrégée avec beaucoup de propositions. En juin 2015, on est allé avec une délégation de 50 personnes à New York, 50 personnes venant d'10 pays, tous ceux qui avaient participé à l'évaluation des OMD. Donc vous avez là la photo de la délégation. On a signé, parce qu'on savait bien qu'il ne fallait pas avancer tout seul, donc à New York, on a signé une déclaration commune avec la Confédération syndicale internationale. Si vous allez voir sur Internet, vous verrez qu'elle revendique 200 millions de participants dans le monde, 200 millions de membres dans le monde, donc c'est à peu près 100 fois plus gros que nous, et Social Watch. Voilà, donc on a signé ensemble et ils ont accepté de soutenir cette revendication de ne laisser personne de côté. Alors il y a eu un moment très important qui était, je pense, un moment tournant et que je ne suis pas prêt d'oublier dans ma vie au niveau international, c'est la déclaration de Juan Carlos Baltazar, qui était donc dans une grande salle de l'ONU à la tribune, avec 4 ambassadeurs à ses côtés, venant de 4 continents différents, et qui a fait cette déclaration. Je travaille depuis l'âge de 6 ans, j'ai parfois dû dormir dans la rue. Je ne veux plus être pauvre, je ne veux plus qu'on m'appelle pauvre. Frères du monde entier, continuons à travailler en nous battant dur pour que nos enfants n'aient pas à subir la vie misérable que nous avons eue pendant si longtemps. Après sa déclaration, il y a quelques militants qui étaient dans la salle qui sont levés, qui ont commencé à applaudir, et toute la salle s'est levée pour applaudir, y compris les 4 ambassadeurs qui étaient à ses côtés. Et c'était vraiment un moment tournant, tout ça a été relié sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est vraiment à ce moment-là... Je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on a gagné le combat, en fait. Et qu'on a pu faire inscrire dans la déclaration de 2015, donc 2 ans plus tard, il faut s'y prendre à l'avance pour que ça marche, 2 ans plus tard, donc vous voyez, donc il y a toujours l'affirmation qu'il faut éradiquer la misère, mais vous voyez en bas, nous nous engageons à ne laisser personne de côté dans cette quête collective, ce qui est quand même complètement nouveau. J'ai mis +4 parce que c'est répété dans 4 paragraphes différents de cette déclaration. Donc vous voyez, c'est vraiment une mantra de cette déclaration. Et puis on a réussi aussi à faire intégrer dedans, les plus défavorisés seront les premiers que nous nous efforcerons d'aider. Donc vous voyez, c'est un langage à peu près le contraire de ce qui était dit dans les OMD. Voilà, donc pour nous c'était important de gagner ça. Donc vous voyez bien qu'on a, d'une certaine manière, on a tout gagné et rien gagné, parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut le faire. Et qui le fait et comment on le fait. Mais enfin, vous voyez bien que ça fait quand même avancer la réflexion. Alors une difficulté récurrente, on en a parlé, on a déjà parlé beaucoup du pouvoir d'agir des plus pauvres. Donc là vous avez la présentation du schéma qui est le résultat de la recherche qu'on a menée dans 6 pays, 3 du Nord et 3 du Sud, pendant 3 ans avec des chercheurs de l'Université d'Oxford, sur les dimensions de la pauvreté. Parce que les objectifs de développement durable affirment qu'il faut éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions et dans tous les pays. Et alors nous, notre question, c'était, d'accord, dans toutes ces dimensions, mais c'est quoi les dimensions de la pauvreté? Et surtout, qui les définit? Et nous, notre réponse, c'est de dire, évidemment, les plus pauvres doivent être associés à la définition de ces dimensions. Et c'est ce que nous avons fait en mettant des personnes en situation de pauvreté dans toutes les équipes de recherche qui ont travaillé dans les 6 pays. Et donc voilà le résultat. Si vous voulez en savoir plus, on représente à nouveau avec M. Abdallah Benjabala dans cette salle même, dans le colloque scientifique, on ira plus en détail sur cette recherche. Donc juste après cette conférence-là. Donc quel est le résultat? Vous voyez qu'il y a 3 ensembles de dimensions de la pauvreté. À droite, les dimensions les plus connues qui sont les privations, qui sont les mieux mesurées aussi, et les plus connues par les institutions internationales. Donc privation de travail décent, revenus insuffisants précaires, privation matérielle et sociale. Ça, c'est le domaine connu. Les autres sont beaucoup moins connus. On disait tout à l'heure, l'une d'entre vous disait tout à l'heure qu'il faut mettre les personnes au centre du dispositif. Eh bien, nous avons mis l'expérience des personnes au centre du graphique. Et vous voyez, au centre du graphique, qu'est-ce qui est le cœur de l'expérience de la pauvreté? Eh bien, d'abord, la souffrance dans le corps, l'esprit et le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui était commun aux pays du Nord et aux pays du Sud. La souffrance, c'est vraiment une caractéristique majeure de la pauvreté. Et en même temps, et indissociablement, le combat et la résistance contre cette souffrance, le combat pour la survie. Les militants nous disent, en fait, il y a 3 combats. Il y a un combat pour la survie, il y a un combat contre les discriminations qu'on subit, etc., contre la maltraitance institutionnelle et sociale, et puis il y a un combat contre soi, contre les peurs qu'on a, contre le manque de confiance en soi. Voilà, tout ça, c'est le combat qui est au cœur aussi de l'expérience de la pauvreté. Et autour de ça, on a mis la dépossession du pouvoir d'agir, parce que, évidemment, les privations et les dimensions relationnelles, dont je vais vous dire 3 mots, tout ça contribue à diminuer le pouvoir d'agir des plus pauvres,
qui cependant n'est jamais réduit à zéro, évidemment, mais qui est diminué. Alors le troisième ensemble, ce sont les dimensions relationnelles, avec la maltraitance sociale, la maltraitance institutionnelle et les contributions non reconnues. C'est tout ce que font les plus pauvres dans les quartiers pour leur famille, pour maintenir une vie ensemble et qui n'est pas reconnue par les institutions ou par leurs voisins. Alors, on l'a dit, déjà, vous l'avez dit dans vos contributions, les plus pauvres ont une longue expérience de la sobriété imposée. Ils sont les plus impactés par la dégradation de l'environnement. J'y reviens pas, ça a été largement dit. Donc, la grande question à laquelle vous avez commencé à répondre, comment créer des synergies entre le combat environnemental et le combat social, et comment croiser les savoirs issus d'expériences diverses. Alors, évidemment, on travaille là-dessus depuis un certain temps. Vous allez entendre parler cet après-midi de l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée, où c'est vraiment un effort de solidarité des territoires pour offrir un emploi aux chômeurs de très longue durée. J'entendais le président de Territoire zéro chômeur, Laurent Grand-Guillaume, qui expliquait que la moyenne de temps de chômage des personnes intégrées dans le dispositif, c'est 4,5 ans de chômage. Donc vous vous rendez compte, hein, on arrive à réintégrer dans l'emploi avec des contrats à durée indéterminée des personnes qui ont 4,5 ans de chômage, et souvent sur des emplois qui contribuent à la transition énergétique. Alors on a aussi fait tout un travail sur les synergies entre combat social et environnemental, avec un petit livre qu'on a produit, avec beaucoup d'expériences, de jardins partagés, d'expérimentation du travail de la fresque climat avec des militants, de participer à des colloques avec des universitaires, etc. Et j'arrive à la fin. Donc j'ai repris ce slogan que j'ai vu sur cet écran il y a 2 jours. Hein, donc c'est vraiment un slogan que vous connaissez bien. Soyez vous-même le changement que vous voulez. Alors évidemment, pour permettre aux plus pauvres de participer à ce combat social et environnemental, il faut aller les chercher. Si vous les attendez à votre permanence, vous allez les attendre longtemps, les plus pauvres. Hein. Il faut aller les chercher là où ils sont, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc il y a une exigence de se déplacer, de sortir de sa zone de confort, d'aller à leur rencontre et de se laisser bousculer. Alors il y a une exigence de résistance et de projet. Résistance, il faut résister au modèle dominant, hein, de profit, de surconsommation, de performance, etc. Et de pousser d'autres valeurs, hein, dans notre propre vie. Et toujours en essayant d'évaluer l'impact de ce qu'on fait sur les 20% les plus précaires. Ça nous paraît aussi un critère important. Toujours évaluer sur les 20% les plus précaires. J'ai mis affirmer des convictions, vouloir le dialogue. Bon, évidemment, il faut affirmer des convictions, sinon on ne fait rien. Vouloir le dialogue, c'est très important dans une société où, en fait, on est de plus en plus polarisé, et souvent dans l'invective, voire dans l'insulte, et pas du tout dans le dialogue. Et nous, on veut le dialogue. Hein. Ça nous paraît très important pour créer la paix. Il faut le dialogue, même si on est de convictions extrêmement différentes. Ça aussi, c'est un vrai effort. Et puis, rechercher la sobriété. Vous connaissez cette phrase de Gandhi, « Vivez simplement pour que d'autres puissent simplement vivre » et tenter de construire la fraternité. Bon, on en parlait aussi dans un forum ici, travailler avec des gens qui ont les mêmes convictions, avec lesquels on est dans la bienveillance. C'est important pour se soutenir, et pour construire quelque chose qui soit vraiment fraternel. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Xavier. On va donner la parole dorénavant à Viviane et on prendra un petit peu de temps derrière pour les échanges et puis aussi pour vos témoignages et la manière aussi dont vous répondez à ces différentes questions. Donc Viviane, toi tu es membre de l'équipe de recherche pluridisciplinaire Erasme, donc équipe de recherche et d'action en santé mentale et culture et chercheur associé à l'IRIS, Institut de recherche et d'information socio-économique au Québec. Lequel produit une réflexion sur les questions de justice sociale au travers de la publication d'indicateurs de revenus. Alors tu en parleras mieux que moi, les questions d'indice du panier du revenu viable qui dépasserait la simple couverture des besoins de base pour aborder l'ensemble de l'échelle des revenus. Et tu poses finalement la question assez fondamentale de quel niveau de vie doit-on viser ? Tu as beaucoup été impliqué dans la mise en jeu en 2000 d'une proposition de loi citoyenne visant un Québec sans pauvreté et qui a conduit en 2002 à l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec d'une loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et tu es très attaché à la question de l'apport des publics marginalisés à la compréhension proactive des grands enjeux de société. Et tu appréhendes aujourd'hui finalement la question, en tout cas l'enjeu de la transition comme une formidable opportunité, et ce sont tes mots,
de se saisir des questions d'inégalité en direction d'un bien vivre mieux partagé entre plancher et plafond sociaux et environnementaux. Voilà, nous t'écoutons. Mais merci Joséphine. J'ai une demande pour Célina. Est-ce que tu peux me montrer 2 fois, là, 5 minutes? J'ai pas... À 5 et à 10, s'il te plaît. C'est bon. C'est une bonne... Je pense que ça va être utile pour moi. Puis, juste avant d'entrer dans le sujet, je remarquais, Xavier, ça m'a frappé, quand tu as présenté le schéma des dimensions, on aurait dit aussi la forme du donut. Peut-être qu'il y a quelque chose à mettre ensemble. Merci pour tout ce qui a été présenté ce matin, ça me touche. Et puis, dans le fond, Xavier et moi, on a dit on va répondre aux mêmes questions qui étaient posées à tout le monde ce matin. Alors donc, je vais amener ma réponse à ces questions-là. Alors, j'ai commencé, j'ajouterai d'abord d'où j'arrive, mais Joséphine en a dit un peu, de la quête d'un Québec sans pauvreté. Et comme vous pouvez voir, dans le logo de départ, il y a plus de 20 ans maintenant, il y avait un petit rameau qui s'est placé là. On n'a jamais trop su comment, mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il fait le lien avec la question environnementale, la question écologique. Et c'est ça, ça rejoint 20 ans plus tard cette quête-là. Et on dirait que ce qu'on apprend sur le chemin d'un Québec sans pauvreté est probablement utile aussi pour une société qui tient le cap d'une transition juste. Alors, quelques images pour vous situer. 98, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Et je voudrais peut-être mentionner 2 phrases qui nous ont beaucoup marquées à ce moment-là, de 2 personnes qui vivaient la pauvreté. Yvette Miouz qui disait « Il faut rêver logique ». En fait, elle disait « Je suis tannée de rêver en couleur, il faut rêver logique ». Et il y a Lucien Paulus qui a employé la métaphore de l'arbre en disant « Je suis une feuille à côté de l'arbre, après la loi, je serai dans l'arbre ». De fait, il y a eu une proposition de loi citoyenne en bonne et due forme, beaucoup appuyée au Québec en 2000, à laquelle beaucoup de personnes qui vivaient la pauvreté avaient participé aussi. Puis en 2002, une loi adoptée par l'Assemblée nationale, vous pouvez imaginer qu'elle n'est pas aussi loin que la proposition de loi citoyenne. Ce matin, en entrant dans la salle puis en regardant le titre, en repensant au titre de notre matinée, « Tenir le cap d'une transition qui ne laisse personne au bord du chemin », j'ai eu envie d'ajouter « alors qu'on est déjà dans une société qui laisse déjà bien du monde sur le bord du chemin ». Alors, c'est peut-être là un gros enjeu. Alors, je poursuis. Voyez-vous, en 20 ans, on a travaillé fort. Évidemment, je ne raconterai pas tout ça. Je vais laisser la présentation. Il y a des hyperliens. Et si des gens veulent aller voir plus loin, il y aura plein de documentation sur tout ça. On était beaucoup de monde ensemble à vouloir la chose. Et cette expérience-là donne un fil conducteur, soit une connaissance du chemin parcouru. On s'est donné l'horizon d'une société sans pauvreté. Il y a eu des institutions aussi. Alors, la loi adoptée a retenu l'horizon d'une société sans pauvreté, l'idée qu'il faut qu'il y ait des institutions qui fassent le suivi et qui incluent des personnes qui vivent la pauvreté. Ça a donné lieu à des nouvelles pratiques, des plans d'action périodiques et je dirais une mobilisation citoyenne qui dure 20 ans plus tard. Il y a toujours un collectif pour un Québec sans pauvreté. Mais il y a des éléments qui ont été échappés dans la proposition de loi citoyenne, dont un principe d'action qui était l'amélioration du revenu du 5e le plus pauvre de la population, et on pourrait dire du revenu et des conditions de vie, là, on se comprend, prime sur l'amélioration des revenus et des conditions de vie du 5e le plus riche. Ça semble très simple, mais ça a été échappé dans la proposition de loi citoyenne. Il y a 2 passages obligés vers un Québec sans pauvreté. On s'est dit, si on veut un jour être dans un Québec sans pauvreté, c'est assurer qu'il faut que les protections sociales de base couvrent les besoins de base. Et c'est assurer aussi qu'un salaire minimum doit un jour finir par faire sortir de la pauvreté, un salaire minimum à temps plein. Alors, mais il y a du chemin à parcourir. 20 ans plus tard, tout ça est encore à accomplir.
malgré ce qu'on s'est donné. Alors, donc, la couverture des besoins de base, on chemine, mais le chemin est lent. La sortie de la pauvreté, c'est la même chose. Et on arrive à vivre à l'impératif de vivre dans une transition juste, où le bien-vivre est mieux partagé. Et moi, ça me conduit à penser qu'on est rendu à mettre en application le principe de la proposition de la loi citoyenne qui n'était pas passée dans la loi de 2002. C'est-à-dire, comment pouvons-nous réussir ça sans préconiser l'amélioration des revenus et conditions de vie du 5e le plus pauvre avant celle des revenus et conditions de vie du 5e le plus riche? On ne s'est pas consulté. Oui, merci. Oui, ça a bourgeonné. C'est vrai que ça a bourgeonné. Tout à fait. Mais ce n'est pas encore atteint ni accompli. C'est mon premier 5 minutes. Ça va, je pense que ça va aller. Alors, vous aurez remarqué que Benoît aussi a parlé du 5e le plus pauvre. J'arrive à comprendre que dans des sociétés comme des sociétés dites industrialisées, c'est un terme à rechercher. Je ne sais pas dans d'autres sociétés. C'est probablement plus que le 20% le plus pauvre qu'il faut regarder. Alors, continuons quand même. Alors, comment je le vis, tenir le cap, en continuant 20 ans plus tard de tenir un fil conducteur? Une société sans pauvreté est riche pour tout le monde et riche de tout son monde. Ça a introduit la question des inégalités et celle des exclusions, et elle suppose de reconsidérer notre rapport à la richesse. Autrement dit, la quête d'un Québec sans pauvreté suppose la quête d'un bien-vivre mieux partagé, ce qui rencontre la quête d'une transition sociale et environnementale juste. Je dirais, il y a 20 ans, on n'aurait pas dit ça comme ça, on aurait accepté ça, mais je pense que ça s'est clarifié. Et l'autre endroit qui est présent dans ce qui est dit ce matin, ça se fait en cherchant comment tenir ce fil conducteur avec d'autres, incluant des personnes qui vivent la pauvreté et le bord de route. Et je dois vous dire qu'à chaque fois qu'il y a une occasion de croisement avec ce qui se fait en France, avec ce qui se fait ailleurs, on rentre plus riche et ça nous aide à tenir le cap. Alors, déjà, pour moi, il y a un objectif accompli en étant ici ce matin. Avec quelle difficulté? Bien, pour moi, la difficulté principale, c'est non seulement une échelle sociale, mais des escaliers roulants. Celui du haut monte, celui du bas descend, et on dit à ceux qui descendent dans l'escalier du bas, bien, forcez-vous pour monter, puis en plus, occupez-vous de la transition écologique. Alors, est-ce que c'est ça la chose à atteindre dans notre société? Alors que l'escalier du haut, lui, monte, et puis, bien sûr qu'un véhicule électrique, ce sera bien intéressant, mais est-ce que ça va changer quelque chose dans le niveau de vie, dans les conditions de vie? Ça risque de contribuer à augmenter le niveau de vie. Ça ne changera peut-être pas le nombre de kilomètres effectués, et vous me voyez venir. Donc, pour moi, ça, c'est la difficulté principale, et j'intuitionne que c'est... Alors, voyez-vous, c'était non à tout ce qui met les gens dans le rouge, et oui à ce qui nous fait avancer vers une société sans pauvreté. Peut-être que ça peut rester dans le contexte d'une transition écologique. Alors, je poursuis. Je n'ai pas encore vu apparaître le deuxième 5 minutes, ça me fait plaisir. Alors, les conséquences de cet escalier roulant mécanique qui monte, les gens ont dit à une certaine époque, au lieu de vous acharner à nous faire monter des escaliers qui descendent, occupez-vous donc des escaliers. Alors, est-ce qu'on ne peut pas amener à nouveau cette question-là dans le contexte de la transition à vivre? Voici une image de Pierre. Pierre, il voyait comme ça la société québécoise en 98. C'est-à-dire qu'il dit, moi, on est dans une échelle, mais moi, je n'atteins même pas le barreau de l'échelle et le barreau est cassé. Je suis dans le trou. De fil en aiguille, dans notre réflexion, ça a beaucoup rejoint l'image de Kate Raworth de l'anneau, parce qu'il y a un trou au milieu. Qui est dans le trou? Et dans le trou de quoi? Et à l'opposé, qui est au-delà du suffisant? Je suis entrée ce matin dans la journée du 1er juillet avec trois affaires des journées d'hier et d'avant-hier. L'idée qu'on doit coexister, on est appelé à coexister, l'idée de la suffisance
de ce qui serait suffisant. Puis l'autre idée, on a beaucoup parlé du sensible aussi, notamment dans la table ronde où il était question des dominations. Comment aller entrer dans l'intelligence du cœur? C'est des choses qui me viennent et je pense que ça prend ça pour battre l'échelle sociale, quelque part. Alors, autrement dit, l'échelle des revenus, des escaliers roulants vers le bas pour les uns, vers des hauteurs sans limite pour les autres, est comme un éléphant invisible dans la pièce. OK, merci Célina. Je pense que ce qui rend ça invisible, entre autres, c'est l'illusion des préjugés qu'on assène aux uns et du mérite qu'on attribue aux autres. Est-ce qu'il est méritant de monter dans un escalier roulant qui monte? Et que savons-nous d'essayer de monter dans un escalier roulant qui descend? Alors, et le troisième point que je vois comme difficulté, durer au présent et dans le temps long. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Alors, et on est devant des périodes de bouleversement importantes. Comment allons-nous nous équiper pour durer dans le temps? Bon, alors les escaliers roulants qui montent et ceux qui descendent, voilà, on a une illustration à mesure. Merci de contribuer à la présentation. Alors, quelle trouvaille m'anime? J'ai cherché. Je me suis dit, la connaissance du chemin parcouru et à parcourir. Quand on a fait ce travail-là, on sait quel est le prochain pas. C'est déjà ça. Ensuite, l'idée d'une société sans pauvreté, riche pour tout le monde, riche de tout son monde, il me semble que c'est appétissant. Ensuite, la rencontre d'un questionnement sur la richesse à reconsidérer. Merci à Patrick Vivray, merci à tout ce qui s'est fait en France sur ces questions-là. Ça a été aidant pour voir que c'est une autre manière de voir la richesse. Dans mon travail à moi, la confirmation statistique de la nécessité de relier la réduction de la pauvreté à la réduction des inégalités et de revenus et de ressources. La conviction d'aborder l'ensemble des revenus, qu'il faut aborder l'ensemble des revenus en cherchant quel est le niveau de vie à viser. Et là, ça nous amène, on en a parlé de Kate Raworth, l'importance des indicateurs de revenus, même si la pauvreté n'est pas qu'économique, pour faire voir l'éléphant dans la pièce. Si j'ai 1 minute ou 2, je vais vous faire une petite démonstration après. Et puis, nous, on a travaillé ça en termes d'indice panier. C'est quoi le panier de base? Il ne suffit pas à sortir de la pauvreté, mais comment se fait-il qu'on ne regarde que ceux qui sont en dessous quand on parle de pauvreté? J'y viens, je vais l'illustrer. La différence qu'apporte le fait de relier une action locale à une action globale. Il faut travailler dans les deux. Et il ne suffit pas de changer les lois, même si c'est important, puis qu'il y a une autre table ronde qui en parle ce matin. C'est très important, mais en même temps, il faut goûter le plaisir qu'on pourrait avoir à vivre autrement. Et ça, c'est l'action locale qui va le fournir. Il y a un petit outil que j'ai apporté, un outil de test qui me sert. Il suit tout ça. Je n'ai pas le temps ce matin de le présenter. On verra si on en discute. Et je dirais, peut-être que pour les gens qui luttent contre la pauvreté, il y a une fenêtre d'opportunité parce que pour une fois, on est obligé de regarder nos modes de vie à partir de l'ensemble de l'échelle sociale. Est-ce qu'on peut en profiter pour s'assurer de vivre dans un bien-vivre mieux partagé? Alors maintenant, j'arrive dans la partie clip de ma présentation. Je n'ai pas vu apparaître encore le dernier 30 secondes, on va voir. Alors, excusez-moi, je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu rapide et un peu fou, mais d'habitude, on nous présente des graphiques. Alors, j'en ai un, mais il est découpé. Alors, quand on parle de lutte à la pauvreté, on va parler de seuil à atteindre, mais ce qui est présenté souvent comme un plafond, par exemple, un panier au Québec, bien, le gouvernement s'est engagé à ce que les gens qui ont le revenu de dernier recours aient, mais top, à un demi-panier. Autrement dit, ce n'est pas logique de confiner des gens dans la vie dure par règlement. Et on est dans ça. Alors, ce qui est présenté comme un plafond, quand on se limite à l'aide de dernier recours, et ça doit être la même chose pour le RSA, en réalité, apparaît comme un plancher quand on le réintègre dans l'ensemble des revenus. Je ne suis pas en train de vous demander de lire tout ça, là. C'est juste pour vous dire que dans cette échelle des revenus, le niveau de vie s'améliore constamment depuis 20 ans, mais au-delà d'un panier, si vous voulez. Et le plafond, eh bien, il n'y a pas de plafond. Le sky is the limit dans nos sociétés actuelles.
Alors, ça vient poser l'importance d'avoir accès à l'ensemble du tableau. Et pour réduire les inégalités, faut-il seulement travailler avec les plus pauvres ou s'il ne faut pas travailler avec tout le monde? Et maintenant, comment on travaille avec tout le monde? Bon, OK, d'accord. Merci. Ça serait un premier constat à mettre de l'avant, avancer vers une société sans pauvreté. Donc, je passe par-dessus, on vient de se le dire. Alors, je vous amène l'état des paniers dans ma société. On a fait des travaux très savants, dont je ne parlerai pas, mais on sait qu'au Québec, OK, c'est bon, je sais où je vais arriver. Alors, au Québec, on a les moyens de 2 paniers de consommation, OK? Les gens, le 10e le plus pauvre des ménages, ont en moyenne un demi-panier. C'est pas assez, ils perdent de l'espérance de vie, c'est une dette publique. Pendant ce temps-là, le 10e le plus riche des ménages, et je passe les détails techniques, a évolué de 4 paniers à 4 paniers et demi et se compare au Canada qui a 5 paniers, au reste du Canada. Et si on voulait avoir un panier, ça ne nous fait pas sortir de la pauvreté. On pourrait penser que c'est un petit peu plus qu'un panier au Québec, sortir de la pauvreté. Alors, la question qui se pose, je reviens à notre Yvette. Je vais passer plus vite parce que ce que je veux vous montrer en 30 secondes, je n'aurai pas le temps autrement. Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas prioriser d'abord dans notre société l'accès à un panier, puis éventuellement à 1,3 panier, qui pourrait peut-être correspondre à l'absence de pauvreté chez nous, sur l'accès à plus de 4 paniers et demi? Et se demander à quoi ressemblerait de juste un milieu éco-responsable qui permettrait un bien-vivre mieux partagé plus au milieu, dans des justes milieux et en débattre. Alors, il pourrait y avoir des façons de le faire. Et pourquoi peut-être pas commencer à se demander ce qui pourrait correspondre à un plafond d'enrichissement, à l'enrichissement illimité en haut de l'échelle. Ce qui faciliterait, alors peut-être, au Québec, on est rendu à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander ça, mais je suis de plus en plus persuadée. Alors, commencer à se demander cette question-là et réfléchir à quoi pourrait correspondre un pacte social et fiscal entre plancher et plafond, permettant de bien vivre ensemble, de réaligner nos modes de vie en solidarité avec le reste de la planète. Et je soupçonne qu'au Québec, ce n'est pas 2 paniers, mais moins que ça, se réaligner avec le reste de la planète. Alors, comment allons-nous en discuter? Comment le travail social peut-il s'adresser non seulement aux plus pauvres, mais à ceux qui ont plus, et vérifier si on ne peut pas chercher l'endroit où on serait mieux ensemble? Alors, voilà, je m'arrête ici. Je m'arrête avec l'anneau de Kate Raworth, et puis comment on pourrait se retrouver à l'intérieur de l'anneau? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Viviane, et merci Xavier également. Je pense qu'il nous reste quelques minutes pour des échanges et témoignages dans la salle. Je vois déjà des mains se lever. L'idée pour nous, c'est on avait envie de construire aussi cette table ronde de cette manière. On souhaiterait vraiment aussi recueillir la manière dont vous apprenez ces questions aussi de votre propre expérience et tout à chacun. Et c'est pour ça qu'on vous a distribué ces petits papiers qu'on serait ravis de pouvoir récupérer à la fin, que vous pourrez laisser. Je pense que je me mettrai d'un côté et quelqu'un me soutiendra de l'autre côté pour ne pas vous louper. Pour récupérer ces petits papiers, vos contributions pour avancer ensemble sur ces questions. Je vous laisse la parole. Oui. Merci pour toutes ces interventions très intéressantes. Manuel de Relais du CCFD Terre Solidaire. Moi, j'avais 2 réactions. La première, c'est qu'on a beaucoup parlé du pouvoir d'agir et je pense qu'on est vraiment convaincus que donner la parole aux plus vulnérables et leur permettre à la fois de construire des analyses et de proposer des alternatives est au cœur de la solution. Mais qui dit pouvoir d'agir dit pouvoir. Et donc, qui dit pouvoir d'agir, ça veut dire qu'on se heurte à des pouvoirs déjà installés qui peuvent de ce fait se voir complètement remis en cause dans l'exercice de la démocratie, dans les processus de partage du pouvoir. Et donc, je m'interroge sur
la possibilité pour les corps institutionnels de participer réellement à ça et de ne pas être simplement dans une organisation du social. Voilà, c'est ma première question. La deuxième, c'est que j'ai été heureuse d'entendre Viviane introduire la question du partage des richesses, parce que les alternatives me semblent aussi être de ce côté-là. Et je trouve que c'est un sujet qu'on n'a pas assez creusé ce matin. On ne transformera pas, on ne sera pas dans une véritable transition sociale si on ne reconsidère pas aussi le partage des richesses. C'était un peu un débat ce matin au déjeuner. Est-ce que les objectifs de développement durable, qui à mon avis n'abordent pas ce sujet, sont véritablement le chemin pour arriver à cette solution d'un autre monde, un monde du bien vivre? Merci beaucoup. Je vous propose de prendre peut-être une deuxième ou voire une troisième intervention avant de éventuellement vous laisser la parole. Oui, alors je voulais interpeller Monsieur Gaudino parce que vous avez parlé de passeurs pour aller vers les personnes en situation de précarité. Et moi, je comprends passeur un peu comme une place d'intermédiaire entre les décideurs et les populations les plus éloignées de la vie publique. Mais en fait, je voulais souligner que les intermédiaires, il existe des intermédiaires en lien déjà avec les populations précaires, et ce sont vraiment les travailleurs sociaux. Je pense que ça serait vraiment fondamental de développer, de s'appuyer sur les travailleurs sociaux, non pas pour squeezer la participation directe des personnes les plus précaires, les plus vulnérables aux prises de décision, mais au contraire pour les associer, pour tisser ce lien. Et voilà, donc ATD Quart Monde, je sais que vous avez quand même une bonne audience auprès des pouvoirs publics, ce qui n'est pas le cas des travailleurs sociaux qui sont souvent invisibilisés et puis d'ailleurs dont les expertises sont pas reconnues. Ce sont des métiers qui sont de plus en plus désertés par les jeunes générations d'étudiants. Et je pense que valoriser leur rôle et s'appuyer dessus de plus en plus, justement sur cette notion de passeur, ça serait vraiment une super idée et pour tisser ce lien entre les plus précaires et les pouvoirs publics, et aussi pour valoriser ces travailleurs au quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que... Je peux vous dire que nous travaillons aussi avec des populations très précaires, merci, puisque la petite paysannerie des Andes migre de façon massive à la ville, avec toutes les conséquences que vous savez. Et donc le film, je vous propose donc une réflexion sur la mise en œuvre du bien vivre, du Sumakausai, du Buen Vivir. Il y a beaucoup de témoignages donc de paysans avec la mise en œuvre de la pédagogie de Paulo Freire. Merci beaucoup. Oui, Madame veut réagir ici, puis après je vais vous laisser la parole. Amphi 5, merci. Bonjour, déjà merci pour le Québec, bravo pour le Québec, merci pour Quart Monde. Je voudrais donner simplement un exemple qu'on a pris dans les Vosges, c'est de créer un café associatif, soutenu par la mairie, financé en partie par la mairie. Merci Emmanuel qui a parlé des pouvoirs. Et je pense que ce café associatif a double objectif, c'est-à-dire que nous nous sommes aperçus que dans les Vosges, il y avait des personnes de tous milieux. Et on tient à ouvrir ce café associatif dans un local qui s'appelle Local Ailleurs. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Ailleurs, parce que pour les personnes qui viennent, il y a un changement pas de situation, mais une adaptation. Et on a de plus en plus de personnes qui viennent.
Et puis pour le partage des richesses, c'est vrai que nous donnons une partie, c'est-à-dire comme c'est un café associatif, nous avons une petite participation. Moi-même, je suis trésorière de ce collectif, puisque c'est aussi un collectif, un regroupement de 5 associations. Et nous, avec Méthode, qui est intervenu pour parler de l'Afrique du Sud, donc on a présenté le partenaire, c'est-à-dire que ça fait aussi une ouverture, les gens ont besoin d'un milieu aussi éducatif, une nouvelle éducation et une ouverture internationale. Nous avons eu 25 personnes qui sont venues de tout milieu et de tous bords. Je pense que c'est à revaloriser. Les mairies comptent beaucoup sur les tiers-lieux. Et les tiers-lieux, c'est très important. Merci pour le partage de cette trouvaille. Est-ce que quelqu'une peut prendre peut-être une dernière question? Sinon, je laisse peut-être rebondir Xavier et Viviane. Tenez. Je pense qu'on a encore deux petites minutes. Après, je laisserai la parole à Célina pour la suite du programme de la journée. Si vous vouliez réagir au... Alors, voilà, j'ai retenu deux questions. Partage pouvoir et partage des richesses. Bon, c'est un sujet absolument énorme, hein. Donc je vais dire juste quelques éléments. Bien sûr qu'il faut un meilleur partage du pouvoir et des richesses pour avancer vers un mieux vivre ensemble et une éradication de la misère. C'est compliqué. Le partage des richesses, bon, ça renvoie en particulier à toutes les questions de fiscalité. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que les plus riches, par la fiscalité, redistribuent une partie de leur richesse à l'État et ensuite aux plus pauvres? On sait bien qu'on ne va pas tellement dans ce sens-là. Ces dernières années, on n'est pas du tout allé dans ce sens-là même, hein. On est allé vers un accroissement des inégalités. C'est vrai dans beaucoup de pays. Donc là, voilà, il y a un problème essentiel qu'il faudrait qu'il y ait une volonté politique d'un meilleur partage des richesses dont on attend la démonstration, hein, je dirais. Le partage du pouvoir, bon, c'est une question qui se pose à de multiples niveaux. On l'a vu très concrètement, nous, notamment dans toutes les choses que je vous ai expliquées. Là, quand on travaille avec des universitaires, qu'on met avec des militants Carmonde, il y a une vraie question de partage du pouvoir, là, parce que les universitaires maîtrisent l'analyse, le langage, les concepts. Lorsqu'on essaye qu'ils se mettent à égalité avec des militants, il faut des gros efforts d'humilité de la part des universitaires et puis d'audace de la part des militants pour avoir suffisamment de confiance en eux, se libérer des peurs. Donc le partage des pouvoirs, là, il se vit extrêmement concrètement sur, une démarche que chacun doit faire pour laisser la place aux autres ou bien pour prendre sa place quand il s'agit des militants et se faire entendre. Donc c'est aussi quelque chose qui est une question macro-politique, mais qui se vit aussi au niveau de chaque personne. Voilà, c'est juste quelques éléments comme ça qu'il faudrait... voilà. Alors, je réponds à votre question sur les travailleurs sociaux qui pourraient être des passeurs. J'ai entendu aussi que vous-même, vous avez dit que vous avez quitté le rôle de travailleur social à cause des injonctions contradictoires qu'ils subissent, hein. Ça ne m'a pas échappé, hein. Donc, à la fois contrôle social et aide. Donc, ce n'est pas si simple que ça que les travailleurs sociaux soient des passeurs, hein. Ce n'est pas si simple que ça. La relation des personnes en grande pauvreté avec les travailleurs sociaux n'est pas si simple. Il faut la travailler, il faut que les travailleurs sociaux la travaillent aussi pour pouvoir véritablement être ces passeurs. C'est possible, hein, c'est possible, mais ça demande un vrai travail de chaque côté. Voilà, et je voulais juste vous dire, pour que vous sachiez qu'on avance là-dedans et qu'on n'a aucun a priori contre les travailleurs sociaux, c'est que dans la délégation nationale d'ATD France, il y a une travailleuse sociale qui s'est mise en disponibilité de la mutualité sociale agricole pour 3 ans qu'elle va renouveler et qui est dans notre délégation nationale, donc qui est représentante d'ATD Carmonde, pour vous dire que ce rôle de passeur, voilà, on l'a, je dirais, en quelque sorte officialisé, là, mais par quelqu'un qui a fait tout un travail sur lui-même et avec d'autres. Merci Xavier. Viviane, tu vas ajouter un petit mot et puis ce seront sans doute les derniers mots. Oui, par rapport aux institutions à sensibiliser, de fait, c'est tout le temps le problème. Ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça que je parlais de temps long tout à l'heure. Par exemple, une victoire que j'aperçois au Canada,
encore une victoire, une possible victoire, c'est qu'on a fini par avoir l'oreille de Statistique Canada et dans l'idée qu'ils produisent non pas seulement les statistiques des gens qui sont sous le seuil de la fameuse mesure du panier de consommation, mais qui produisent une statistique où on voit où se distribue l'ensemble de la population par rapport à ça. Si éventuellement cette statistique-là est produite, ça va être plus difficile pour les décideurs d'aller voir vers ça. Mon expérience pour les institutions, c'est qu'il y a souvent des alliés. On a des alliés dans la salle. Peut-être qu'il faut partir de là puis faire le mieux qu'on peut, mais c'est possible d'avancer. Mais ça, comme disait Alberto hier, on ne faut pas demander la permission pour avancer, c'est à nous de le faire. Pour le partage des richesses, je veux mentionner une chose. Ça peut sembler utopique, mais si on avait appliqué en 2002 le principe de l'amélioration prioritaire des revenus du cinquième sur celle des revenus du cinquième le plus pauvre sur ceux du cinquième le plus riche, on a fait l'analyse et on voit que tout ce qu'il y a eu de croissance économique qui a conduit à une augmentation, entre guillemets, du niveau de vie, est allé très en haut dans l'échelle. Autrement dit, il y aurait eu possibilité de choisir comme collectivité de se plafonner dans la qualité de vie qu'on avait déjà, mais plutôt de réaffecter les disponibilités puis les marges de manœuvre dans le bas de l'échelle. Ça aurait été faire un travail de type donut, mettons. Et donc, c'est possible de le faire, mais il faut faire les calculs, il faut avancer dans ce sens-là. De le savoir ne règle pas le problème, mais permet au moins d'amener ce nouvel argument. Et puis, pour la place des travailleurs sociaux, au Québec, effectivement, les travailleurs sociaux s'y sont mis à une approche qui s'occupe de la question systémique aussi, peut-être les ordres, je ne sais pas comment c'est en France, mais il y a tout un dossier qui a été publié sur pauvreté, inégalité et exclusion par l'Ordre des travailleurs sociaux, si vous voulez, on pourra se donner l'information, mais qui permet de dire, qui amène l'idée de travailler plus global la question. Alors, c'est un peu ce qui me vient. Puis, dernier point, on peut penser que des fois, ça prend beaucoup de temps. Puis, avec la pandémie, le gouvernement canadien n'a pas pris 3 semaines pour établir une prestation canadienne d'urgence qui était à peu près au niveau d'un panier. Alors, c'est pour dire que quand il y a de la volonté politique, c'est possible. Alors, qu'est-ce qui va éveiller la volonté politique? Et est-ce que l'urgence climatique va éveiller des volontés politiques? En tout cas, c'est à nous de garder cette vigilance-là, il me semble. Merci beaucoup, Viviane.